Jesus, I beg of thee, don't take my life. Return me to the womb from which I was torn. Birth is a sin, and the punishment is death. I wish you had left me unborn. Est-ce que vous connaissez beaucoup de musiciens qui sont arrivés à sortir 2 albums d'excellente qualité dans des styles radicalement différents? Alors moi, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Nick Anderson. Nick Anderson qui a été à la fois le batteur d'Entombed, donc l'un des groupes de death metal les plus influents qui soit, et le guitariste-chanteur de The Helicopters, donc un groupe de rock'n'roll high energy, héritier du MC5. Il y a aussi, vous en avez plusieurs, vous avez Michael Ackerfeld qui a pu jouer à la fois dans Bloodbath et puis dans Opeth. Vous avez Mike Patton qui a joué dans Faith No More, ensuite qui a fait ses bizarreries dans Fantomas et puis qui est arrivé ensuite avec Mondo Cane, un groupe qui fait des reprises de chansons italiennes, des standards de la chanson italienne des années 60 à 70. E uno schiaffo all'improvviso le mollai su su pel viso, vi ramandando la ragione. E non ritornai, piangendo la sognai, sembra un angelo, e mi stringeva sul collo, e mi donava la cocca, e mi diceva sopra, e da sogno la masca. Vous allez avoir évidemment Devin Townsend, de la brutalité de strapping jusqu'au côté beaucoup plus atmo, beaucoup plus ambiant de Ocean Machine, puis ensuite avec l'excellent Punky Brewster, donc un album concept de punk hardcore. Vous en avez plusieurs comme ça, des musiciens, mais le vivier est pas non plus intarissable. Et parmi eux, il y en a un quand même qui garde ma petite préférence, c'est Peter Steele. Peter Steele qui a été à la fois le guitariste-chanteur de Carnivore, puis de Type O Negative. Peter Steele, donc, qui nous a quittés malheureusement en 2010, c'était un petit peu, c'est une légende, un mythe du métal, c'était un petit peu notre géant à nous. Donc à la fois avec Carnivore, un côté... un groupe très influencé par le hardcore crossover, très en avance sur son époque, et puis avec Type O Negative, ce côté beaucoup plus gothique, ce côté beaucoup plus doom, cette influence un petit peu, le chaînon manquant entre Black Sabbath et les Beatles, un énorme succès avec les albums Bloody Kisses et October Rust dans les années 90, un parcours assez extraordinaire, donc un homme atypique par son physique, par sa taille, par sa musculature, par son humour, beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour dans les interviews qu'il pouvait donner, quelqu'un assez difficile à saisir à certains moments, on le verra avec des prises de position, avec une parole à des moments controversés, un petit peu difficile de saisir à certains moments quel était vraiment le positionnement de cet homme, mais aussi quelqu'un d'extrêmement apprécié par tous les musiciens qui l'ont côtoyé, extrêmement apprécié par sa famille, et quelqu'un qui laisse finalement un vide énorme et qui personnellement me manque beaucoup. Donc c'est la biographie qu'on m'a le plus demandé d'Aurel Zeman, donc je vais pas faire comme certains, j'ai reçu des centaines de messages, non c'est pas vrai, mais on me l'a demandé, c'est celle qu'on m'a demandé le plus, on me l'a demandé plusieurs fois quand c'est que Pamalage, tu vas faire donc la biographie de Peter Steele sous On Fire, la vie et l'œuvre de Peter Steele. Donc maintenant c'est aujourd'hui, donc je suis très content de faire ce bouquin là parce que d'une part j'adore Peter Steele et puis c'est vraiment un excellent bouquin. C'est sorti il y a déjà plusieurs années de cela chez Camion Blanc, mais on va se régaler aujourd'hui en le décortiquant. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode d'Aurel Zeman. Bonsoir, ça va bien? Tequila, Henneken, pas le temps de niaiser. Soul on Fire, la vie et l'œuvre de Peter Steele, donc le bouquin sur lequel on va s'appuyer aujourd'hui, sorti aux éditions Camion Blanc. Alors Peter Steele, il est né en 1962 à Brooklyn, c'est vraiment un pur produit new-yorkais. Vous allez voir, ça va avoir une grande importance dans sa construction en tant qu'homme et en tant que musicien. Peter Steele, il vient au monde dans un quartier populaire et dans une famille d'origine polonaise. Ses parents sont très aimants, sont très travailleurs. Il a 6 sœurs, donc cet environnement très féminin, lui, il le dit lui-même, va avoir
un grand impact sur son développement et sur son rapport avec les femmes dans le futur. Son père, c'est véritablement son héros. Il est fasciné par cet homme très travailleur, très droit, qui chante, qui est très aimant avec son fils. Ils partagent ensemble la passion de la mécanique, la passion du bricolage. Ils passent beaucoup de temps tous les deux à rafistoler un petit peu des trucs ou à traficoter le moteur des bagnoles. Et son papa, il chante avec une voix qui est grave, avec une voix de baryton dont les sœurs de Peter Steele diront que Peter a hérité de la voix de son père. Ça chante des standards américains à la maison, bien qu'ils soient d'origine polonaise. Ils ont complètement embrassé la culture américaine. Ils parlent exclusivement anglais à la maison. Et il y a un piano. Et donc, quand il y a les filles, les sœurs de Peter Steele, des neveux et des nièces qui arrivent, qui jouent des standards au piano, tout le monde se met à chanter, tout le monde se met à danser, et Peter Steele, il évolue dans cet environnement musical. Il ne commencera réellement à prendre des cours que vers 12-13 ans de guitare, pour finalement la laisser tomber et s'orienter sur la basse. Et il faisait kiffer sa famille en faisant des petites reprises des Beatles ou de chansons de chansons un petit peu mainstream qui passaient à la radio, basse, voix, et c'est quelque chose qui gardera toute sa vie, s'amusant pour le plaisir de ses copines ou certains de ses amis proches à reprendre des standards comme ça, basse voix. Alors le petit Peter Steele, il grandit dans cet environnement qui est très, très aimant, et puis dans un quartier qui est très populaire, avec une communauté juive qui est très présente, et qui apprécie beaucoup Peter Steele. Il y a beaucoup de ses potes juifs qui l'appellent Super Goy, parce que c'est toujours quelqu'un qui est prêt à rendre service, etc. etc. Et ce qui se passe un petit peu de significatif dans l'adolescence de Peter Steele, c'est que d'un coup, il prend 30 cm et 30 kg, lui dit qu'en un été, il grandit énormément, il prend beaucoup de poids, donc il devient plus grand et plus costaud que tout le monde. Alors ça va être vraiment quelque chose qui va être fondamental ensuite dans son rapport par rapport à la scène, par exemple, parce qu'il a ce côté très imposant, cette stature, cette taille. En plus, il a des traits très carrés, donc ce côté pince sans rire, donc ça va beaucoup aider à son côté patron de la scène et puis autoritaire. Mais il dit aussi que le désavantage que ça avait, c'est qu'à certains moments, quand lui, il voulait un petit peu passer inaperçu, mais c'était pas possible, parce que dès qu'il rentrait dans une pièce, évidemment, tout le monde le remarquait. Alors il grandit comme ça, donc entre la musique et finalement ses études. C'est quelqu'un qui est passionné par exemple par les mathématiques, qui pratiquera les mathématiques pour le plaisir tout au long de sa vie, mais vraiment ce qu'il kiffe lui, c'est les travaux manuels. Et très vite, quand il est jeune, il est embauché dans les espaces verts de Brooklyn. Et c'est là qu'il puisera un petit peu pas mal d'influences de typo négative, donc ce côté lié à la nature, ce côté un petit peu païen qui a pu revendiquer dans certaines paroles de ses chansons. The Green Man, ça vient de là, le noir et le vert, ça vient de là, son lien avec les animaux, ça vient de là aussi, et une part de ses idées politiques, ça vient de là aussi, parce que Peter Steele, c'est un mec, il a vu son père se lever toute sa vie très tôt pour aller bosser et travailler dur, donc pour lui, un mec, c'est comme ça se lève, un homme, un citoyen raisonnable, c'est comme ça, c'est-à-dire ça se lève le matin, ça va bosser. Et quand il commence à bosser là-bas, donc il bosse dans les parcs municipaux, et il comprend pas trop en fait, lui il aime pas trop de voir des mecs qui glandent, des mecs qui bossent pas, alors que lui il va bosser, et il dit pourquoi ces gens-là en fait auraient droit au chapitre, alors que moi en fait ma voix devrait être plus importante parce que je participe plus et que j'apporte ma pierre à l'édifice de la société à travers mon travail. Il commence à jouer dans un groupe, son premier groupe c'est Fallout, ça durera pendant plusieurs années, mais finalement ils feront qu'un 45 tours, en fait ça ira pas super loin, contrairement au projet qui suit, qui est Carnivore. Alors Carnivore, c'est l'idée de Peter Steele, donc déjà le nom du groupe, donc bouffeur de bidoche, avec le leitmotiv de Carnivore qui fera couler beaucoup d'encre à l'époque, donc si tu peux pas le manger ou le baiser, alors tue-le, donc ce logo, donc tout rouge, couleur sang, et cette idée, ce power trio de guerriers un petit peu à la Manowar, dans un décor post-apo, donc typé
entre Warriors, les guerriers du Bronx et Mad Max 2. D'ailleurs, je me suis toujours demandé si le surnom qu'il avait, Lord Petrus, faisait référence à Lord Humungus, donc le nom du barbare avec le masque de hockey dans Mad Max 2. Donc ils sont grimés, donc ils ont des peaux de bête, ils ont des espèces d'armures avec des pics, sur les photos promotionnelles ils ont des haches, ils ont des battes de baseball avec des pics. Donc le trip, c'est après une guerre nucléaire, les mecs qui sortent la journée pour se foutre joyeusement sur la gueule avec d'autres types, chasser puis revenir le soir faire l'amour avec leurs femmes. Les lyrics, donc là ils se lâchent véritablement, les lyrics sont assez controversés, donc il y a des relents de machisme, il y a des bons relents un côté droitard, on va y revenir. Donc vraiment il pousse les potards au maximum. C'est assez en avance sur son temps, parce que Peter Steele, donc je vous le disais, il est de New York, et lui il est vraiment aux premières loges de ce qu'on appellera le hardcore new-yorkais. Donc il est pote avec Roger Miret, il est pote avec Winnie Stigma d'Agnostic Front, il est aussi pote avec Harley Flanagan des Chromax. Fait, tous ces mecs il les connaît. D'ailleurs dans toutes les autobiographies de ces gars-là, ils parlent à un moment de Peter Steele, et plus particulièrement Agnostic Front et Roger Miret, parce que ils avaient ensemble écrit Social Assistance, parce qu'ils étaient sur leur premier album Cause for Alarm, ils étaient un petit peu à la bourre, donc ils avaient demandé à Peter, comme ils le connaissaient bien, un coup de main au niveau des lyrics, et il les avait aidés avec ce titre Social Assistance. Donc Social Assistance qui raconte pourquoi ces mecs qui foutent rien viennent prendre l'argent du gouvernement pour après ramener leur gueule. Donc c'est un titre qui fera rapidement polémique. Winnie Stigma en fait s'en défendra en disant ouais mais vous comprenez, nous on est les mecs de la street, les mecs qui nous critiquent c'est que des bourges qui connaissent rien, qui savent pas ce que c'est que d'avoir vécu dans des quartiers. Nous on est des bosseurs, ça nous gave de voir ces mecs qui ramènent leur gueule et puis qui foutent rien. Donc bon, ça passe un petit peu comme ça, mais dans Carnivore ça va encore plus loin. Et les prestations du groupe sont des prestations qui sont assez nerveuses, assez méchantes, et le côté très pince sans rire que peut avoir Peter Steele accentue encore davantage ce côté extrêmement dur et autoritaire que peut avoir le groupe. Ça reste un succès local, Carnivore. Ça ne deviendra culte que quelques années plus tard, parce que Peter Steele ne veut pas partir en tournée. Il est très bien. Alors, il s'est marié jeune, je crois qu'il avait 19 ou 20 ans. Donc, il est avec sa compagne, donc il est bien. Il a son boulot aux espaces verts qui est très bien payé, donc du coup, il n'a pas envie d'en partir. Et il est bien dans sa routine, il est bien dans son confort, il n'a pas envie d'aller tourner. Donc au bout d'un moment les mecs ils en ont un petit peu marre de voir Carnivore dans la région de New York, ça commence à s'essouffler, tout le monde est un peu saoulé, ça s'arrête. D'autant que Peter Steele, quand il est à cet âge de jeune adulte, il commence à avoir des premières manifestations un petit peu dépressives. Il s'aperçoit que finalement le monde adulte qu'on lui avait promis et la société qu'on lui avait promis, en fait c'est pas du tout ce qui se réalise, c'est pas du tout ce qu'il découvre. Il s'aperçoit que le monde il est assez faux, il est assez cynique, que les gens sont plutôt méchants, et lui son monde idéal c'est on entretient, on répare et on améliore. Donc c'est quelque chose où chacun a sa place et où chacun a une valeur et une utilité. Il a un côté aussi, il est quand même assez provocateur, il a un côté à certains moments, il a une interview qui passe dans Cream, enfin justement qui passe pas dans Cream, où il a des propos relativement qui sont considérés comme de l'eugénisme, où il dit en fait nous sommes dans une société qui valorise un petit peu la faiblesse, à une époque où il y avait une sélection naturelle, enfin il y avait que des mecs comme moi parce que nous étions forts, etc. Donc à des moments il a quand même des propos relativement... sa réputation ne s'appuie pas que sur des rumeurs. Je veux dire, à certains moments, il a quand même des propos auprès de certains journalistes et dans certains magazines qui sont quand même pas évidents à défendre. À l'aube de la sortie du troisième album de Carnivore, il voulait le baptiser White Pride, parce qu'il disait, aux États-Unis, il y a bien le Black and Proud, donc pourquoi il n'y aurait pas le White and Proud? Sauf que bon, il oublie que évidemment aux États-Unis, Black and Proud, par rapport à l'histoire des Afro-Américains, par rapport à l'esclavage et tout ça, ça a évidemment pas la même résonance historique que lorsqu'un blanc américain dit white and proud, où là évidemment ça fait plus référence à l'extrême droite, au racisme, au Ku Klux Klan, etc. Donc heureusement cette idée, tout le monde lui disait non Peter, là vraiment tu commences à déconner, c'est quelque chose qu'il faut pas que tu fasses. Et donc du coup ça se fera pas, vu que il monte un nouveau groupe avec 3 de ses amis d'enfance, un groupe où il y a encore des oripeaux un petit peu de Carnivore, mais qui est quand même assez différent musicalement parlant, c'est
Typo Negative. Au départ, Peter Steele, il voulait baptiser le groupe Sub-Zero. Non, pas ce Sub-Zero là, notre Sub-Zero. Et finalement, il va partir sur Typo Negative. Alors, Typo Negative, le premier album, donc Deep Down and Hard, il y a encore pas mal d'oripeaux, je disais, de la musique de Carnivore. Il y a encore pas mal de tempo rapide. C'est encore très très dur au niveau de la voix. Il a toujours ce ton particulièrement gueulard, autoritaire. Il y a des lyrics qui sont encore controversés. Il y a beaucoup d'expérimentation au niveau du son. Il trifouille les pédales, les amplis. Le son de la basse est très distordu. Il y a beaucoup d'éléments industriels. À des moments, il y a des bruits de chaîne. Il y a des bruits de marteau-pilon. C'est vraiment quelque chose qui est très très... Un album qui est assez noir en fait, assez pas super facile d'accès. Et la maison de disques sur laquelle est signé donc Typo Negative, donc Roadrunner, sent qu'il y a quelque chose de différent de Carnivore, qu'il y a peut-être quelque chose à travailler. Puis il commence à lui dire, bon Peter, t'es bien gentil en fait à vouloir faire de la musique et à vouloir toujours rester le cul dans ton camion d'espace vert à Brooklyn, mais si tu veux qu'il se passe quelque chose d'autre qu'un tout petit succès local, il va falloir faire une tournée. Et il s'embarque pour une première tournée en Europe, et c'est une catastrophe, parce que Peter Steele est précédé d'une mauvaise réputation, notamment en fait les lyrics de sa chanson. Alors je parle pas du tout allemand, je vais vous mettre le titre là, mais histoire de pas massacrer le nom de cette chanson en allemand, et du coup qui parle encore une fois, qui parle des aides sociales perçues par les personnes en difficulté, et on le questionne par rapport à ça, et il a cette phrase relativement malheureuse. Alors je me rappelle plus si c'est en Allemagne ou aux Pays-Bas qui dit, parce que Peter Steele, c'est un immense fan des Beatles, donc il veut faire comme John Lennon qui avait dit les Beatles sont aussi célèbres que le Christ, et lui il dit ouais, Typo Negative, nous voulons être aussi célèbres que Hitler. Et donc évidemment ce genre d'humour ça passe pas du tout, il est taxé de facho, il y a plein de concerts qui sont interdits, qui sont interrompus et où ils jouent pas, donc ils sont saoulés, ils reviennent aux États-Unis, vraiment ils sont dégoûtés. Le deuxième album, donc qui est un faux live, The Origin of Fakes, là aussi ça fait une énorme polémique évidemment parce que la pochette, le premier artwork c'était l'anus de Peter Steele écarté par ses propres mains, donc évidemment là aussi ça passe pas, c'est un faux live où il y a des mecs qui les insultent, ouais, vous craignez, bande de cons, etc. Ils sont vraiment dans une espèce ils sont dans une opposition complète à tout le monde en fait, y compris la maison de disques où les rapports sont pas évidents. Et puis ils travaillent sur le troisième album. Là, le tempo a ralenti encore. Le son, quand même, ils s'attardent pas mal sur la production. Ils travaillent notamment au niveau de la basse. Le producteur arrive à faire entendre à Peter Steele, à lui dire bon, tu sais, t'es bien gentil avec ta basse un petit peu distordue, mais regarde sur les albums de pop que tu aimes, donc des Beatles, il y a un son de basse qui est clair, qui est précis, et quand même, ça amène une certaine clarté au morceau, ça amène beaucoup de rondeur. Donc le son s'adoucit, et surtout, il y a, quand la maison de disques Roadrunner écoute les premières démos, ils prêtent l'oreille et ils entendent Black Number One, ils entendent Christian Woman, ils entendent toutes ces chansons et ils se disent putain, il y a peut-être là il y a quelque chose à faire parce que là ça sent l'album exceptionnel, ça sent les hits, donc ils travaillent beaucoup pour que l'album passe sur les radios américaines, et puis les premiers Christian Woman puis Black Number One sont un succès. Il y a des clips qui accompagnent les chansons. Moi, c'est à cette époque-là que je découvre Typo Negative avec donc Black Number One. On a halluciné, on voyait cette espèce de géant grand comme une armoire bretonne, bodybuildé avec ses canines parce qu'il s'est fait raboter les dents pour avoir des canines de vampire. Ce côté à la fois très sensuel de la musique, très romantique, très gothique, et puis indéniablement métal avec une grosse influence Sabbath qui se sentait énormément, un côté doom qui était immédiatement reconnaissable, et cet album qui était véritablement irrésistible. Le gros succès, c'est la déferlante dans les années 90
Typo, c'est vraiment la révélation et tout le monde, personne ne peut passer à côté. Et la doublette, donc Bloody Kisses et October Rust, c'est une réussite. Donc là, vraiment, Peter Steele et Typo Negative accèdent à un autre niveau de succès et deviennent donc des superstars. Ils commencent à tourner. Alors, pareil, il y a des témoignages avec Moonspell qui disent combien Peter Steele c'était un mec génial et combien ça se passait bien. Et ils tournent notamment avec Pantera. Et Phil Anselmo, il devient très pote avec Peter Steele, d'une part parce que avant que Pantera soit connu, Peter Steele, comme pas mal de mecs, il avait rendu visite à Peter Steele à Brooklyn. Peter Steele, il vivait toujours, en fait ses parents vivaient dans une maison à Brooklyn, lui il vivait au sous-sol, il avait tout retapé comme il était bricoleur. Il avait retapé le sous-sol, il avait fait un leaking side qu'il avait bricolé lui-même, il avait mis ses instruments de musique, un clavier, une basse, il vivait là, il était très bien. Et il y avait plein de mecs qui avaient réussi à trouver son adresse et qui lui rendaient visite, et lui apparemment, il était toujours très accueillant, et financièrement, quand il l'avait rencontré, qu'il était dans Pantera, il lui avait dit, mais j'étais venu te voir à Brooklyn, t'avais été super sympa, etc. Donc une amitié se noue, et à l'époque, donc, Phil Anselmo, il est encore à fond dans tout ce qui est boxe, fitness, musculation, et Peter Steele évidemment aussi. Donc Peter Steele à l'époque, donc ils avaient plus de moyens, donc ils voyageaient avec un bus où il y avait tous ses accessoires de muscu. Donc le matin quand il se levait, il allait s'entraîner dans son bus et il invitait Anselmo à venir avec lui. Et Anselmo il raconte donc dans le bouquin que Peter Steele ouvrait grand en fait les du bus, il ouvrait les rideaux, puis il se foutait complètement à poil, et puis il s'entraînait comme ça à poil, et puis Phil Anselmo disait, on le voyait donc avec des poids, s'entraîner avec des poids énormes, avec son énorme zboob qui pendait, il disait c'était extrêmement rigolo. Et le zboob de Peter Steele, évidemment on ne peut pas passer à côté parce que c'est un des zboobs les plus connus de toute l'histoire du métal, avec celui de Tommy Lee, parce que Peter Steele a posé dans le magazine Playgirl. Donc Peter Steele, oui, a posé dans Playgirl. Alors, lui, il dit qu'au départ, quand il a accepté, il ne savait pas qu'une grande partie du lectorat de Playgirl était un lectorat homosexuel. Donc, quand il rencontre l'équipe, parce qu'il a été payé pour ça, attention, ça s'est pas fait gratuitement. Il demande aux photographes, donc ils mettent en place rendez-vous, etc., etc. Comment vont se passer les scénographies, etc., etc. Il dit, mais pourquoi tous vos modèles, ils posent tout le temps alors qu'ils ne sont pas en forme? Puis les mecs, ils disent, bah, ouais, parce que bah, on peut pas. Et Peter Steele dit, bah, si, moi je vais le faire. Les mecs, ils disent, bah, comment vous allez faire, monsieur Steele? Faites votre boulot et moi je ferai le mien. Donc il arrive le jour J apparemment avec en forme comme c'est pas permis, et donc il fait cette légendaire séance photo qui donnera alimentera un petit peu plus la légende, et donc ensuite il dira que lors de certaines séances de dédicaces, il y a des mecs qui venaient lui faire signer le magazine avec les pages collées, ce qui entraînera donc ce qui l'amènera à écrire les lyrics à la Goils, où enfin vous allez vous lirez les paroles, en fait sont facilement trouvables sur internet. C'est pas non plus les plus grandes les paroles les plus fines qu'a pu écrire Peter Steele, mais cet événement restera ancré dans la légende. Tout ce succès, donc il en profite, il a énormément de succès auprès des femmes, donc comme disait Phil Anselmo, une femme comme les marins qui ont une femme dans chaque port, Peter Steele a une femme dans chaque ville, donc il profite de tout ça. Comme il est quand même relativement anxieux à l'idée de monter sur scène, c'est à cette époque-là où il commence à picoler un petit peu pour pouvoir combattre le stress et monter sur scène. Il commence à boire énormément, il commence à prendre de la drogue aussi. Et Peter Steele, voilà, plus il avance et plus son côté dépressif chronique, qui était là en fait dès la fin de l'adolescence, ça s'accentue de plus en plus. Et puis ces albums, au fil du temps, ils commencent à devenir de plus en plus sombres et de plus en plus noirs. Et à un moment où il se renouvelait quand même à musique, où il faisait des choses très très différentes les unes des autres, à partir de World Coming Down, la formule commence un petit peu à se répéter, et Peter Steele, il commence à rentrer de plus en plus dans une sorte de cercle vicieux, coincé entre les excès et la paranoïa. Énormément de personnes profitent de lui, à la fois certaines de ses compagnes, beaucoup de monde lui demande de prêter de l'argent, beaucoup de monde lui demande de donner de l'argent.
Et au fil du temps, cet homme qui a gagné beaucoup d'argent se retrouve finalement avec très peu de choses. Et les rapports commencent à se distendre avec certains des membres du groupe, avec certains des membres de sa famille. Il y a évidemment cet événement où il fait de la prison parce qu'il menace le mec en fait de sa compagne. Phil Anselmo lui dira d'ailleurs, mais attends, toi t'es en tournée, t'as une nouvelle femme chaque soir dans ton lit, et il y a ta compagne qui t'attend à Brooklyn, et elle sait que tu fais ça, tu croyais quoi? Tu croyais qu'elle allait t'attendre sans rien faire? Mais il menace ce mec, il va faire de la cabane, et ça a quand même un impact sur lui. Il ressort de prison, en fait, il n'est pas newborn Christian, mais en fait il a la religion, il a toujours eu des rapports un petit peu compliqués avec la religion, et là il a envie effectivement d'être plus dans une démarche de pardon, d'être plus tourné vers les autres que en opposition permanente avec le monde qui l'entoure. Donc ensuite c'est l'album, c'était un petit peu avant l'album Dead Again, mais c'est un album où il y a un petit peu un renouveau, il y a à nouveau un nouveau souffle. C'est aussi une période de deuil, parce que Peter Steele, qui avait déjà connu une épreuve particulièrement difficile avec avec la mort de son père, la mort de sa mère, c'est véritablement une tragédie pour lui. Et cette maison où il avait toujours vécu, à la mort de sa mère, il doit la vendre, parce que aussi étonnant que ça puisse paraître, il n'a plus un radis, il n'a plus rien, il ne peut pas racheter la maison familiale. Il se rapproche d'avocats roadrunners pour qu'ils essaient de trouver tous ensemble une solution, mais il n'y a pas de solution en fait, donc il finit par déménager, ça lui crève le cœur, il déménage, il termine dans un appart, finalement dans un petit appart où il est tout seul, où il est uniquement avec ses chats. Peter Steele, c'est quelqu'un qui est très proche des animaux et particulièrement de ses chats. Il termine avec ses chats, et c'est là qu'il terminera aussi sa vie, avec trop jeune, à 48 ans. En fait, il avait dit un jour dans une interview que les gars aussi grands et aussi costauds que lui vivaient jamais très vieux. Malheureusement, l'avenir lui a donné raison, et il mourra comme ça, un petit peu dans une phase un petit peu de renouvellement artistique, où il semblait à nouveau plein d'aspiration et motivé pour retourner vers quelque chose d'autre, mais aussi seul, pauvre et relativement misérable. Et ce qu'il y a de très triste, c'est que finalement, malgré l'héritage artistique et malgré le succès artistique, des albums de grande qualité qu'a pu proposer Peter Steele au cours de sa carrière, le bonheur lui sera refusé pendant toute sa vie d'adulte, et il passera finalement une grande partie de sa vie tiraillé par ces démons qui viennent chroniquement et de manière quotidienne lui pourrir la vie, empêcher de goûter au bonheur le plus élémentaire. Donc c'est quand même assez, c'est quand même un itinéraire assez triste. Malgré tout, il faut aussi voir, même si Peter Steele a bien des moments, c'est quelqu'un qui a des déclarations qui sont quand même assez controversé, et à juste titre. À bien des moments, c'est quelqu'un qui a jamais eu, enfin j'ai trouvé aucune trace par exemple de déclaration raciste. C'est quelqu'un qui était extrêmement apprécié, même si à la fin de sa vie il a eu quelques soucis avec ses sœurs. C'est quelqu'un qui était extrêmement apprécié de sa famille et de ses amis. Il y a de très nombreux témoignages dans les autobiographies des mecs qui ont arpenté les scènes à cette époque-là, qui ont rencontré Peter Steele. Tous se rejoignent sur le fait que c'était quelqu'un d'extrêmement généreux, d'extrêmement drôle et de profondément gentil. Donc c'est un petit peu ce géant avec une âme d'enfant finalement assez pure, qui aime les animaux, qui aime la nature, et qui se retrouve coincé finalement dans un monde qu'il ne comprend pas réellement, ou en tout cas qui le déçoit beaucoup. Et il est là un petit peu comme un géant dans un magasin de porcelaine, à pas trop savoir où mettre les pieds, où chaque mouvement en fait qu'il fait, ça dérange un petit peu tout ce qu'il y a de posé sur les étagères, il fout des trucs en l'air. Enfin, il y a cette impression là un petit peu avec Peter Steele, quelqu'un qui est trop massif pour la pièce dans laquelle il se trouve, et il fait tout tomber, il fait pas forcément tout le temps exprès, tout le monde lui gueule dessus malgré le fait qu'il soit très imposant. Enfin, il y a ce côté là, donc un côté assez, je trouve assez attendrissant finalement pour ce géant un petit peu difficile à cerner, et dont vous trouverez
bien des anecdotes et bien des éléments étonnants donc dans cette autobiographie qui montre à la fois le parcours de l'artiste, du musicien et aussi celui de l'homme, donc Soul on Fire, un bouquin que je vous conseille chaudement. Vous avez pu constater que il y a un nouveau logo à Rhythmol. Alors c'était déjà sur la précédente vidéo donc que j'avais fait avec Guillaume sur le hors-série de Rock'Hard sur le Black Album, apparaissait déjà donc le nouveau skull de Rhythmol. Donc c'est l'œuvre d'une illustratrice toulousaine qui s'appelle Erzbeth Bonbat. Je vous mets donc le lien dans la barre de commentaires de son Instagram pour que vous puissiez aller checker un petit peu ce qu'elle fait. Donc c'est un univers un petit peu sombre avec des crânes, avec des chauves-souris, un décorum assez horrifique, mais qui pas exclusivement, qui peut déborder à certains moments sur d'autres choses. Je vous laisse aller découvrir ça sans trop vous en dire pour que vous puissiez avoir un regard assez neuf sur son œuvre. Alors moi j'ai craqué immédiatement pour son univers. C'est quelqu'un qui va s'essayer bientôt à faire des choses sur la peau humaine, donc ça promet d'envoyer du lourd. Donc je la remercie énormément pour le travail qu'elle a fait parce que je trouve ce skull véritablement sublime. C'était un petit peu un rêve d'avoir mon skull à moi pour représenter Rhythmol, donc c'est maintenant chose faite. En plus c'est un truc qui pourra être éventuellement décliné sur plusieurs formes, donc ça va être véritablement très très cool. On se retrouve très très vite donc pour une prochaine émission et surtout n'oubliez pas, lisez, bande de salauds. I don't wanna be anymore.